Dans les hauteurs paisibles de la Provence, dissimulées derrière des cyprès centenaires et des murs de pierres ocre, se trouvait la vaste demeure d'Arnaud Lefebvre, un nom que peu de gens connaissaient vraiment, malgré sa fortune estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Arnaud avait bâti son empire dans la technologie médicale, avant de disparaître progressivement des radars médiatiques après la mort tragique de sa femme Claire, survenue 7 ans plus tôt, peu après la naissance de leur fils unique, Théo. Depuis lors, la demeure était devenue une forteresse de silence, pas par mépris du monde, mais par choix de solitude. Arnaud, autrefois vibrant d'ambition, vivait désormais en retrait, entouré de dispositifs de sécurité dernier cri, de domotique avancée et d'un personnel limité mais rigoureusement sélectionné. Chaque mouvement à l'intérieur et à l'extérieur de la maison était scruté par un réseau de caméras discrètes, dont les images convergeaient vers un centre de contrôle personnel installé dans son bureau au dernier étage. Théo, aujourd'hui âgé de 7 ans, était au cœur de ce monde clos. Né après un accouchement compliqué, il avait subi des lésions neurologiques qui limitaient gravement sa motricité. Il pouvait à peine se tenir debout sans appui, et ses déplacements se faisaient le plus souvent en fauteuil. Malgré les meilleurs thérapeutes, les équipements de rééducation dernier cri et les soins attentifs, peu d'améliorations avaient été constatées au fil des années. Arnaud, brisé mais digne, avait alors cessé d'espérer. Il s'était réfugié dans la logique et le contrôle, refusant toute incertitude émotionnelle. Pour veiller sur Théo au quotidien, une succession de nourrices avait été employée. Aucune ne restait bien longtemps. Arnaud exigeait une rigueur impeccable, une discrétion absolue, et surtout qu'une distance émotionnelle que peu parvenaient à maintenir face à l'enfant. Théo pourtant était doux, observateur et curieusement sage pour son âge, mais il parlait peu. Peut-être parce qu'on ne lui parlait pas assez. Peut-être parce qu'il sentait que les adultes autour de lui faisaient tout pour ne pas espérer à sa place. Un matin d'octobre, à l'aube d'un automne doré, une nouvelle candidate arriva à la grille de la propriété. Camille, jeune, fine, les cheveux attachés en une queue sobre, les yeux clairs et le visage calme. Elle n'avait ni le verbiage des anciennes postulantes, ni l'assurance mielleuse que redoutait Arnaud. Son curriculum vitae pourtant était modeste. Quelques années comme assistante éducatrice, des missions ponctuelles, rien de remarquable. Mais il y avait chez elle une forme d'intériorité que le milliardaire, malgré lui, perçut immédiatement. Il l'engagea sans davantage de questions. Dès son premier jour, Camille se montra d'une efficacité discrète. Elle apprit rapidement les routines de Théo, comprit ses besoins sans les lui arracher, adapta ses gestes à ses limites sans les souligner. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait peser, doux mais déterminé. Arnaud, bien que reclus, observa, d'abord à distance, puis depuis son écran. Sans le dire à personne, pas même à son majordome de confiance, il avait activé le réseau de caméras internes pour suivre cette nouvelle présence. Il ne faisait jamais confiance aux inconnus, surtout quand il s'agissait de Théo. Ce n'était pas de la paranoïa, pensait-il, mais une prudence légitime. Trop de choses avaient été perdues pour qu'il se permette la négligence. Chaque soir, après que Théo fut couché, Arnaud passait en revue les séquences de la journée. Il y cherchait les moindres anomalies, les moindres gestes déplacés, les signes éventuels de négligence ou d'incompétence. Mais jour après jour, ce qu'il voyait était simplement normal. Camille respectait les consignes, mais y ajoutait une douceur non quantifiable. Elle s'adressait à Théo avec une simplicité étonnante, sans infantilisation, sans pitié. Mais Arnaud ne souriait pas. Il notait, classait, analysait. Il cherchait une faille, une rupture dans la mécanique. Il n'en trouvait pas, et cela le troublait davantage que s'il en avait trouvé. Car cette normalité nouvelle, ce calme délicat que Camille semblait insuffler dans la maison, provoquait chez lui une sensation inconnue depuis des années, une forme de tension intérieure, subtile, presque émotionnelle. Théo, lui, semblait s'ouvrir. Il posait plus de questions, riait par instants, et avait demandé pour la première fois depuis longtemps à écouter de la musique pendant le bain. Camille chantonnait parfois à voix basse des airs simples. Arnaud, depuis son bureau, coupait le son des caméras. Il ne voulait pas entendre. C'était trop. Une semaine après l'arrivée de Camille, Arnaud prit une décision qu'il n'avait jamais prise auparavant. Il demanda à son équipe technique de réactiver les micros dans certaines pièces de la maison, spécifiquement dans la salle de jeu et le jardin.
Il prétexta vouloir évaluer les progrès verbaux de Théo, mais en réalité, il voulait simplement entendre. Car quelque chose en lui commençait à frémir. La nuit était tombée depuis plusieurs heures sur la Provence, enveloppant la demeure d'Arnaud dans un silence presque irréel. Le vent léger passait entre les oliviers, les volets étaient clos et la maison, comme figée dans un tableau, semblait endormie. Mais au sommet de cette bâtisse, dans le bureau plongé dans la pénombre, un homme ne trouvait pas le sommeil. Arnaud Lefebvre, les traits tirés assis devant son écran de contrôle, faisait défiler les enregistrements de la journée. Ce rituel, qu'il répétait chaque soir, avait quelque chose de mécanique, une manière de s'assurer que tout fonctionnait selon ses règles, que le monde, du moins celui qu'il pouvait observer, restait stable. Il cliqua sur le dossier de la matinée. Image du petit déjeuner, Théo dans sa chaise adaptée, Camille qui lui donne les ustensiles, l'encourage doucement à manger seul. Rien d'anormal, rien d'inattendu. Il poursuivit. Séance de lecture dans la véranda, suivie d'un moment de repos. Puis, la physiothérapie. Les mouvements habituels, accompagnés de comptines murmurées. Les séquences défilaient lentement, trop lentement. Arnaud s'attendait à un jour comme les autres, à une suite prévisible d'actions déjà vues 100 fois. Mais lorsqu'il atteignit les images de la fin d'après-midi, dans le jardin, quelque chose le fit s'arrêter. Il avança légèrement dans le temps, puis recula. Quelque chose n'était pas comme d'habitude. Il agrandit l'image, augmenta le volume du micro ambiant. Le jardin baignait dans une lumière dorée, typique de la fin d'octobre. Camille était là, à genoux dans l'herbe, face à Théo assis sur une petite couverture. La scène semblait paisible, mais il y avait une tension dans l'air, une énergie qui n'existait pas dans les autres enregistrements. Camille tendait les bras vers Théo. Elle ne le portait pas, elle ne le poussait pas. Elle parlait distinctement d'une voix ferme mais douce. « 1, 2, 3, vas-y Théo, essaie !» Le garçon que les médecins disaient incapable de se maintenir debout sans appui stable, posa ses deux mains sur le sol puis, avec un effort visible, se redressa lentement. Ses jambes tremblaient, son équilibre était précaire, mais il restait debout. Camille ne le toucha pas. Elle resta immobile, à moins d'1 mètre, les bras toujours ouverts. « Ah, tu peux le faire. Avance, juste 2 pas. Tu sais comment faire. Allez, mon grand. » Théo fit un premier mouvement, un pas hésitant, puis un deuxième. Il chancela, perdit l'équilibre et chuta, droit dans les bras de Camille, qui le rattrapa d'un geste sûr. Il riait, un rire d'enfant, cristallin, rare. Camille rit aussi, sans excès, le regardant comme s'il venait d'accomplir l'impossible. Arnaud mit pause. L'image resta figée sur cet instant. Camille, les yeux fermés tenant l'enfant contre elle. Théo, les bras autour de son cou, le visage contre son épaule. Il resta longtemps ainsi, sans bouger. Les doigts serrés sur le bord du bureau, les yeux fixés sur l'écran, il essayait de comprendre ce qu'il ressentait. Une avalanche confuse de sensations montait en lui, étrangère et déstabilisante. Il ne savait pas s'il devait être furieux, bouleversé ou rempli d'un espoir qu'il s'était interdit depuis des années. Il rembobina la scène, la regarda encore, écouta chaque mot, chaque intonation. Il n'y avait pas de menace, pas de manipulation, juste une voix qui croyait, contre toute attente, que cet enfant pouvait avancer, qu'il fallait l'encourager, l'appeler à dépasser ses limites. Arnaud se redressa lentement. Son regard allait de l'écran figé à la fenêtre, derrière laquelle le jardin baignait désormais dans l'obscurité. Il imaginait cette même pelouse, quelques heures plus tôt, témoin muet d'un acte qu'il n'aurait jamais cru possible. Et soudain, une colère sourde monta en lui. Pourquoi ne l'avait-elle pas prévenu? Pourquoi prendre un tel risque? Et si Théo s'était blessé? Et si cette chute, même légère, avait aggravé son état? Il ouvrit un autre dossier, cherchant s'il existait d'autres séquences similaires, d'autres moments où Camille aurait transgressé les consignes strictes. Il n'en trouva pas. Ce moment semblait unique, précis, préparé. Mais une autre question, bien plus dérangeante, s'imposa à lui. Et s'il s'était trompé? Et si, malgré ses millions, ses spécialistes, ses appareils, il avait simplement arrêté d'y croire trop tôt? Et si cette femme inconnue aux méthodes non autorisées avait compris quelque chose que lui-même avait refusé de voir? Le doute, ce sentiment qu'il détestait le plus, rongeait son calme. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers l'écran. Théo, son fils, debout, seul, même pour 2 pas.
même pour tomber aussitôt. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas une illusion, c'était réel, et cela changeait tout. Arnaud passa le reste de la nuit éveillé. Il ne regarda plus les autres enregistrements. Il resta là, à contempler l'image figée, la scène muette. Il se remémorait chaque rendez-vous médical, chaque évaluation froide, chaque pronostic définitif. Tous l'avaient conduit à construire une prison dorée autour de son enfant. Une prison sans douleur, mais sans mouvement, sans chute, mais sans progrès. Et cette femme, venue de nulle part, l'avait contredit. Non par des discours, non par des promesses vides, mais par un acte simple, presque anodin. Compter jusqu'à 3, tendre les bras et croire. Au petit matin, lorsque la lumière pâle entra dans le bureau, Arnaud n'avait pas bougé. Son regard était toujours fixé sur l'écran. Il entendit les bruits lointains de la cuisine, les pas discrets du personnel, les premières voix du jour. Mais il ne bougea pas. Il savait qu'une ligne invisible avait été franchie. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, ni ce qu'il devait dire à Camille. Il ne savait même pas ce qu'il ressentait exactement. Mais il savait que rien, désormais, ne serait plus comme avant. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison semblait identique au jour précédent. Les rayons du soleil traversaient les larges baies vitrées, dessinant des motifs lumineux sur le sol en marbre, et les bruits légers de la cuisine indiquaient que la routine matinale suivait son cours. Pourtant, Arnaud, derrière ses lunettes à monture fine, observait chaque détail avec une intensité nouvelle. Il n'avait quasiment pas dormi. Les images de la veille tournaient encore dans sa tête. Il ne comprenait pas comment Camille avait réussi là où tous les autres avaient échoué. Et surtout, il ne comprenait pas ce qui l'animait. Quelle impulsion intime l'avait poussé à défier ses instructions strictes et les limites médicales imposées à Théo. Mais il n'en dit rien. Pas un mot. Lorsqu'il croisa Camille dans le couloir, il se contenta d'un simple hochement de tête. Elle répondit par un sourire discret, comme si elle ne pressentait rien de son trouble intérieur. Pourtant, à cet instant, Arnaud décida qu'il observerait tout, de près, pas seulement les vidéos. Il voulait la voir à l'œuvre, la comprendre, l'analyser. Il ne pouvait pas l'interroger directement sans trahir ce qu'il avait vu. Il n'était pas prêt à révéler cela. Pas encore. Alors il s'installa plus souvent près des fenêtres, gardant l'apparence de quelqu'un absorbé par ses dossiers, alors qu'en réalité il surveillait les moindres interactions entre Camille et Théo. Ce qu'il vit au fil des jours le déstabilisa encore davantage. Camille n'utilisait ni outils médicaux, ni méthodes techniques. Elle transformait chaque exercice en jeu, chaque geste en une sorte de défi amical. Lorsqu'elle voulait que Théo lève le bras, elle faisait semblant d'être un arbre dont les branches devaient attraper les nuages. Lorsqu'il fallait renforcer ses jambes, elle dessinait des feuilles sur le sol et lui proposait de sauter d'une feuille à l'autre, comme s'il était une grenouille. Le vocabulaire n'était jamais celui de la contrainte ou de la thérapie, mais celui du jeu, de l'aventure, de l'imaginaire. Et pourtant, derrière cette légèreté apparente, tout semblait pensé, structuré, ciblé. Elle s'adressait à Théo comme à un garçon de son âge, sans condescendance, sans excès de douceur. Elle ne niait jamais ses difficultés, mais les contournait intelligemment. Lorsque Théo se fatiguait, elle l'écoutait, ajustait l'exercice, mais ne renonçait jamais. Elle introduisait de petits objectifs invisibles, et lorsqu'il les atteignait, elle ne le félicitait pas à outrance. Elle le regardait simplement avec fierté, ce qui suffisait à faire naître un sourire immense sur le visage de l'enfant. Arnaud se surprit à noter mentalement ces techniques. Il enregistra certains moments avec son téléphone pour les revoir encore, en privé, dans l'intimité de son bureau. Il sentait que ce qu'il voyait là ne s'enseignait pas dans les écoles. Ce n'était pas de la magie ni de la chance. C'était une forme de savoir-faire, née de quelque chose de plus profond. Camille avait une maîtrise, une approche intuitive mais redoutablement efficace. Cela ne relevait ni du hasard, ni d'une impulsion inconsciente. Théo, de son côté, changeait à vue d'œil. Il parlait davantage, posait des questions, riait à gorge déployée. Il acceptait la fatigue, la douleur parfois, sans plainte. Il voulait réussir et, chose nouvelle, il semblait croire qu'il en était capable. Arnaud, depuis des années, n'avait jamais vu cela dans ses yeux. Et cette transformation était lente, progressive, mais réelle. Il n'y avait pas de miracle. Il y avait de la méthode, de la constance, et une relation de confiance absolue entre Camille et l'enfant.
Un après-midi, tandis que Théo faisait la sieste, Arnaud prit le prétexte d'un échange administratif pour approcher Camille. Il la trouva dans la bibliothèque, en train de ranger quelques livres pour enfants. « Vous avez déjà travaillé avec des enfants comme Théo ?» demanda-t-il, d'une voix qu'il s'efforçait de garder neutre. Elle se redressa doucement, le regarda un instant, puis répondit sans détour « Pas exactement comme lui. Mais j'ai encadré des groupes d'enfants avec différentes aptitudes physiques dans un autre cadre. Vous étiez enseignante ? Pas vraiment. J'étais coach sportive, dans un centre d'activité pour enfants. Avant, il y a quelques années. Le mot « avant » était lâché comme une barrière. Arnaud le reconnut immédiatement. Il n'insista pas, mais quelque chose en elle, dans sa posture, dans le choix de ses mots, éveilla sa curiosité. Il y avait une histoire derrière cette sobriété, une rupture peut-être. Il hocha simplement la tête, comme s'il était satisfait de la réponse, mais son esprit continuait d'analyser. Les jours suivants, il fit des recherches discrètes. Grâce à ses contacts et à ses ressources, il retrouva la trace de Camille dans une ancienne association sportive à Montpellier. Elle y avait encadré des ateliers d'athlétisme pour enfants pendant près de 3 ans. Les retours étaient excellents. Dynamique, inventive, patiente. Puis, soudainement, elle avait quitté la structure sans explication publique. Aucun scandale, aucun problème apparent, juste un retrait. Volontaire ou contraint, il ne savait pas encore. Ce passé confirmait ce qu'il avait observé. Elle connaissait les corps, les gestes, le rythme des enfants. Mais ce n'était pas seulement une compétence technique. Il y avait dans ses gestes une tendresse contrôlée, une pudeur rare, comme si elle portait elle-même quelque chose de fragile qu'elle protégeait en aidant Théo. Un soir, alors qu'il passait devant la cuisine, il surprit une bribe de conversation entre Camille et la gouvernante. Celle-ci lui demandait, sur le ton de la confidence, pourquoi elle avait quitté le sport. Camille répondit doucement « Parfois, on arrête d'enseigner ce qu'on n'a pas eu la chance de vivre soi-même. » La phrase resta gravée dans l'esprit d'Arnaud. Elle n'avait pas développé. Elle n'avait pas pleuré, ni cherché la compassion. Elle avait juste dit cela, comme une vérité. Arnaud rentra dans son bureau, s'assit devant la fenêtre ouverte et regarda le ciel se teinter de rose au-dessus des collines. Il se demanda pour la première fois depuis longtemps ce que signifiait réellement aider son fils. Était-ce fournir les meilleurs appareils, les soins les plus chers, les diagnostics les plus précis? Ou était-ce, peut-être, croire avec lui, marcher avec lui dans l'incertitude, offrir non pas des certitudes mais du courage? Il ne connaissait pas encore la réponse, mais il sentait que Camille, elle, en portait une partie en elle. Le matin s'était élevé dans un silence comparable à celui des jours précédents, les collines de Provence enveloppant la propriété d'un voile de tranquillité. À l'intérieur de la vaste demeure d'Arnaud Lefebvre, tout semblait immobile. Les rideaux tirés, le personnel discret, les pas feutrés dans les couloirs. Mais une tension croissante commençait à vibrer sous la surface, une vibration que seul Arnaud semblait percevoir aujourd'hui. Il avait décidé de rencontrer Camille, une rencontre froide, mesurée, et qui devait établir les règles. Le bureau d'Arnaud était toujours le même, mobilier sobre, fenêtres grandes ouvertes sur la vallée, murs couverts de tableaux abstraits et d'écrans relatant l'activité de la maison. Camille, sobre dans une tenue professionnelle, pointait sa présence avec calme. Elle ignorait pourquoi Arnaud l'avait convoquée, mais elle savait que quelque chose avait changé. Arnaud l'invita à s'asseoir. Il était lui-même debout derrière son bureau, les mains croisées devant lui, le visage impassible. Il se lança d'une voix neutre, contrôlée. « Qui vous a autorisé à agir ainsi avec mon fils ?» demanda-t-il. Le mot « ainsi » portait le poids de l'inconnu, de l'inattendu. Camille le regarda, ne baissa pas les yeux. Elle prit une respiration simple, mesurée, et répondit « Théo m'a autorisé. Il veut essayer. » Le silence s'installa. Arnaud sentit son corps se raidir. Puis il parla, la voix basse mais déterminée. « Je n'avais pas donné mon accord à des exercices de cette nature. Il existe un protocole à suivre. Vous avez outrepassé ces consignes. » Il marqua une pause et ajouta « Expliquez-moi pourquoi. » Camille fit un faible geste de la main, sans chercher à se justifier d'emblée. Elle répondit « Parce qu'il le pouvait, parce qu'il voulait, parce que je ne pouvais pas faire autrement. » Arnaud fronça les sourcils. Il essaya de formuler une objection, mais il resta silencieux. Il observa la jeune femme.
Sous son calme, il percevait une force tranquille, une résolution qui n'était pas de l'arrogance, mais de l'assurance. Et surtout, il sentait que sa simple présence troublait le cadre austère qu'il avait édifié autour de la vie de son fils. Au même moment, la porte s'ouvrit doucement. Théo entra. Il savait qu'il était convoqué. Il marcha en boitant légèrement. L'effort était perceptible, mais il avait clairement voulu le faire. Il s'arrêta devant le bureau, le regard brillant, légèrement essoufflé. Il leva les yeux vers Arnaud, puis vers Camille. Il murmura d'une voix qu'il peinait à moduler. « Papa, regarde ce que je peux faire. » Et là, devant eux, il se redressa du fauteuil roulant, s'appuya timidement sur ses jambes, se stabilisa et fit un pas, puis un deuxième. Il vacilla, mais se rattrapa. Il sourit. Arnaud sentit le souffle manquer dans sa poitrine. Le temps sembla se suspendre. Il ne s'agissait pas d'un miracle, il ne s'agissait pas de paroles grandioses. C'était simplement un enfant qui se tenait debout, un enfant qui avait voulu se relever, et une femme qui avait cru en lui. Arnaud se leva brusquement, le visage livide. Il s'approcha de son fils, l'aida à s'asseoir confortablement. Il regarda ensuite Camille, sans rancune visible, mais avec une étrangeté dans le regard. Un mélange de reconnaissance, d'inquiétude, de doute. Il dit enfin « Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé avant? Pourquoi ne m'avez-vous pas consulté ?» Camille le regarda longuement, puis répondit doucement « Parce que j'étais certaine qu'il allait essayer. Je ne voulais pas gagner du temps. Je voulais qu'il vive ce moment. » Arnaud ne répliqua pas. Il ne sut pas quoi répondre. Il se détourna vers la fenêtre, contempla les collines, chercha une réponse qu'il ne trouva pas. Il sentait ses certitudes vaciller. Théo, lui, fixait son père. Il attendait quelque chose. Une parole, un geste. Arnaud s'agenouilla près de lui, posa la main sur l'épaule de son garçon. Le contact était léger mais lourd de sens. Il murmura « Bravo, mon fils !» Et le garçon répondit par un sourire radieux. Camille recula légèrement, la respiration plus profonde qu'à son habitude. Elle se détourna, fit demi-tour vers la porte, prête à partir. Arnaud l'appela « Reste, s'il te plaît !» Elle se retourna. Il ajouta « Restons ensemble. » Pour lui. Elle acquiesça simplement. Dans les jours qui suivirent, rien ne fut dit publiquement de cette scène. Le personnel continuait d'observer les consignes. La maison maintenait son calme presque cérémonial. Mais à l'intérieur, une dynamique avait changé. Arnaud ne supervisait plus seulement, il commençait à observer autrement. Il observait son fils, bien sûr, mais aussi Camille, leur relation, les signes discrets de progrès. Il voulait comprendre, non plus pour contrôler, mais pour participer. Et cela le rendait anxieux. Il avait toujours vécu dans un monde de machines, de circuits, de protocoles rigides. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, une émotion se levait. Et cette émotion, il l'avait longtemps refoulée, empêchée, écartée. Aujourd'hui, elle se manifestait sous la forme d'une frayeur nouvelle, celle de perdre son rôle exclusif, celle de ne plus savoir comment agir. Il comprit que s'il continuait à diriger tout, à structurer tout, à observer tout depuis un écran, il passerait à côté de l'essentiel. Il vit pour la première fois depuis longtemps une pente glissante entre le désir de perfection et la vie réelle de son fils. La conversation intense, la surprise de voir Théo se tenir debout, la réaction de Camille calme mais déterminée, tout cela chamboulait les règles qu'il avait lui-même imposées. Il sentit que la maison respirait autrement. Les cliquetis automatiques des stores, les vibrations lointaines des systèmes informatiques semblaient désormais avoir un écho différent. Le monde ne lui appartenait plus tout à fait, et il ne savait pas encore s'il était prêt à accepter ce changement. Mais il accepta de tenter. Il accepta silencieusement que quelque chose s'ouvre, et cette ouverture, fragile, était déjà un pas. Le lendemain de cet échange tendu mais révélateur, Arnaud se leva tôt, bien avant que la maison ne s'éveille entièrement. Le silence des couloirs à cette heure lui permettait de réfléchir sans être interrompu. Malgré son tempérament rationnel, il n'arrivait pas à effacer de son esprit l'image de son fils, debout, les jambes fléchissantes, mais le regard droit, déterminé, vivant. Et cette image était toujours liée à la voix de Camille, à sa méthode, à sa présence discrète mais déterminante. Quelque chose pourtant continuait à le déranger. Il ne parvenait pas à définir ce que Camille cherchait exactement.
Son implication si forte et personnelle dépassait le cadre de l'engagement professionnel. Elle ne faisait pas que son travail. Elle agissait avec une intensité qui ne pouvait pas être gratuite. Arnaud décida de creuser. Ce n'était pas une méfiance irrationnelle, mais une habitude profondément ancrée chez lui. Connaître les gens, comprendre ce qui les motive. Il demanda à son assistant personnel d'effectuer une recherche discrète et approfondie sur le passé de Camille. Pas une enquête intrusive, mais une exploration des traces publiques qu'elle avait pu laisser. Anciens employeurs, formations, publications éventuelles, mentions légales, tout ce qui pouvait éclairer son histoire. Il voulait savoir qui était vraiment cette jeune femme qui, en quelques semaines, avait su faire ce qu'aucun thérapeute, médecin ou spécialiste n'avait su accomplir en plusieurs années. Les premiers résultats arrivèrent 2 jours plus tard. Camille avait grandi dans une ville moyenne du sud de la France. Fille unique d'un professeur de mathématiques et d'une infirmière, elle avait mené une scolarité discrète mais régulière. Elle avait été inscrite dans un programme de sport-études durant le collège, puis s'était orientée vers une formation en sciences de l'éducation avant de bifurquer vers une spécialisation en accompagnement moteur pour enfants. Rien d'exceptionnel en soi, mais plusieurs témoignages retrouvés dans d'anciens forums de parents et de collègues évoquaient son approche unique, sa douceur, sa créativité dans l'adaptation des exercices. Arnaud lut tout en silence, puis il tomba sur une information plus personnelle, presque cachée, dans un commentaire laissé anonymement sur un ancien site d'une association de soutien aux jeunes aidants. Quelqu'un y racontait avoir interrompu sa carrière prometteuse dans l'encadrement sportif après la perte brutale d'un frère cadet atteint de dystrophie musculaire. Aucun nom n'était mentionné, mais les dates et les lieux correspondaient. Ce commentaire ne cherchait pas l'apitoiement. Il était sobre, clair, écrit dans un style qui rappelait la manière dont Camille parlait. Arnaud sentit une tension lui traverser la poitrine. Ce n'était donc pas un hasard. Ce n'était pas simplement une vocation. Camille portait une histoire, une douleur ancienne. Elle avait connu l'impuissance, la chute progressive d'un être aimé, la colère sans solution face à une réalité médicale sans appel. Et aujourd'hui, elle agissait avec Théo comme pour inverser dans une autre vie ce qu'elle n'avait pas pu empêcher dans la sienne. Elle ne forçait pas Théo à marcher par orgueil ou par ambition. Elle l'accompagnait avec la conscience intime de ce que signifie la perte. Et peut-être aussi avec l'espoir silencieux de réparer quelque chose d'elle-même à travers les pas incertains de cet enfant. Arnaud referma le dossier, incapable de continuer. Il resta longtemps immobile, assis dans son fauteuil, les mains jointes devant le visage. Cette découverte ne changeait rien aux faits, mais elle modifiait profondément sa perception. Camille n'était pas simplement compétente, elle était marquée. Ce qu'il avait pris au départ pour de l'audace ou de l'imprudence était en réalité une forme de fidélité invisible à un passé douloureux. Et cette fidélité, loin d'être un frein, était devenue une force. Il comprenait maintenant la phrase qu'il avait entendue dans la cuisine, cette phrase qui l'avait tant intrigué. « Parfois, on enseigne ce qu'on n'a pas eu la chance de vivre. » Cette phrase résonnait différemment, maintenant. Elle parlait d'un manque, d'une perte, d'un regret transformé en acte. Camille, à sa manière, reconstruisait quelque chose de brisé, non pas en reproduisant son passé, mais en changeant le futur d'un autre. Arnaud sentit une forme d'admiration monter en lui, mais aussi une gêne. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais cherché à connaître les gens qu'il employait. Il exigeait des résultats, il validait des compétences, mais il restait sourd aux histoires humaines. Avec Camille, ce modèle avait explosé, parce qu'elle n'était pas venue chercher un emploi. Elle était venue, consciemment ou non, affronter un souvenir. Et cela changeait tout. Lorsqu'il la croisa plus tard dans le couloir, il la regarda différemment. Il voulut lui parler, lui dire qu'il savait, qu'il comprenait un peu mieux. Mais il ne trouva pas les mots. Il la remercia simplement pour une tâche anodine, et elle répondit comme toujours, sans cérémonie, avec ce calme qui lui était propre. Ce soir-là, il resta plus longtemps que d'habitude auprès de Théo, l'aidant à choisir une histoire, lui posant des questions simples sur sa journée. L'enfant répondit avec cette candeur légère qui, chez lui, était souvent teintée d'une forme de sagesse. À un moment, Théo dit « Camille dit que parfois, quand on croit qu'on ne peut pas, il faut quand même essayer. Parce que le corps, il a besoin qu'on lui fasse confiance aussi. » Arnaud le regarda en silence. Cette phrase si simple contenait toute la philosophie de Camille. Elle ne guérissait pas, elle ne promettait pas,
Elle faisait confiance. Et cette confiance, transmise à Théo, produisait des effets que la science n'avait jamais su provoquer. Arnaud comprit que la force de Camille ne venait pas d'un savoir technique, mais d'une cohérence entre ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle croyait et ce qu'elle faisait. Une cohérence rare, précieuse. Et peut-être, pensa-t-il, c'est cela que Théo ressentait aussi, pas seulement un accompagnement physique, mais une présence vraie, une main tendue depuis un passé douloureux vers un avenir fragile, mais possible. Ce fut un jeudi gris et menaçant. Le ciel de Provence, d'ordinaire lumineux, s'était couvert d'un voile épais et la pluie, fine mais constante, frappait les vitres de la demeure d'Arnaud Lefebvre avec régularité. À l'intérieur, le calme semblait plus pesant que d'habitude. Camille, attentive, avait ajusté la routine pour que Théo puisse bouger sans s'ennuyer. Jeux de société, exercices adaptés dans la salle de motricité, dessins, elle gardait l'enfant actif malgré le temps maussade. Théo, d'humeur joyeuse, imitait les sons de la pluie et riait lorsqu'elle prétendait que les gouttes composaient une symphonie. Tout paraissait sous contrôle jusqu'au moment où le majordome, Jacques, entra dans le bureau d'Arnaud avec une note grave dans la voix. « Monsieur Lefebvre, vos beaux-parents sont ici. Ils demandent à vous voir et à voir Théo. » Arnaud releva la tête brusquement, comme frappé par un courant électrique. Il n'avait pas entendu ces noms depuis plusieurs années. Depuis les funérailles de Claire, il n'avait vu ses beaux-parents qu'une seule fois, lors d'un échange glacial autour d'une succession compliquée. Il n'avait jamais accepté la manière dont il avait géré la maladie et la mort de leur fille. Pour eux, Arnaud avait toujours été un homme de distance, trop froid, trop rationnel. Et après la naissance difficile de Théo, ils avaient laissé entendre que ce qu'ils appelaient son obsession pour le contrôle avait peut-être aggravé la situation. Depuis, plus aucun contact n'avait été établi. Il se leva lentement, alla jusqu'au miroir du couloir, ajusta le col de sa chemise et respira profondément. Lorsqu'il entra dans le salon principal, il les trouva exactement comme dans ses souvenirs. Droit, impeccable, la mine sérieuse. Le père de Claire, M. Valmont, portait encore ce manteau de laine sombre qu'il utilisait comme une armure sociale. Madame Valmont, plus réservée mais tout aussi rigide, tenait un sac à main contre elle comme s'il contenait une vérité à ne pas révéler. Arnaud les salua avec politesse, sans chaleur. « Nous étions de passage à Avignon, » dit M. Valmont, « et nous avons pensé qu'il était temps de voir notre petit-fils. Il paraît qu'il grandit vite. »« Il a 7 ans, » répondit Arnaud. « Il grandit comme il peut. » La conversation glissa lentement vers une sorte de négociation tacite. Arnaud, malgré la surprise, proposa qu'il voie Théo. Il demanda à Camille de les rejoindre avec l'enfant. Lorsqu'elle entra, tenant doucement la main de Théo, les visages des Valmont changèrent subtilement. Leur regard ne se posa pas d'abord sur le garçon, mais sur la jeune femme à ses côtés. Ils échangèrent un coup d'œil rapide, lourd de jugement. « Et qui est cette jeune dame ?» demanda Madame Valmont, presque sur un ton d'interrogatoire. « Camille. Elle s'occupe de Théo, » dit Arnaud simplement. « Une gouvernante donc, une nounou ?» Camille répondit elle-même avec calme. « Je m'occupe de son quotidien et de ses exercices de motricité. »« Je vois, » dit M. Valmont, en posant son regard sur Théo. « Et tu progresses, mon garçon? Tu arrives à faire quelque chose par toi-même » Théo, surpris par le ton, répondit doucement. « Je peux faire des pas. Pas beaucoup. Mais Camille m'aide. »« Ah, dit-il, un peu comme on aide un chiot à se tenir sur ses pattes. C'est bien. » Camille baissa les yeux. Arnaud sentit un pic de colère monter en lui, mais il se contint. Il savait que réagir trop vite leur donnerait une emprise qu'il n'avait plus. Il décida de rediriger la conversation. « Théo progresse, lentement, mais clairement. Vous pouvez le voir vous-même. Il est plus présent, plus impliqué. Il essaie, chaque jour. » Mais les Valmont semblaient déterminés à remettre en question tout ce qu'ils voyaient. À demi-mot, ils critiquèrent les choix d'Arnaud, s'interrogèrent sur la sécurité de certains exercices et remirent en cause l'idée même qu'un enfant si atteint puisse un jour marcher. Ils parlèrent de médecins plus qualifiés, de centres spécialisés à l'étranger, de techniques plus modernes. Ils ne citaient jamais directement Arnaud comme responsable d'un éventuel échec, mais l'implication était claire. Camille, pendant ce temps, restait silencieuse. Mais ses mains s'étaient refermées autour du fauteuil de Théo. Elle sentait que cette visite n'était pas venue pour voir un enfant, mais pour poser des verdicts. Elle perçut le danger que représentait ce type de présence.
une forme de scepticisme qui, à force d'être exprimée, devenait une prophétie autoréalisatrice. Après une heure de discussion tendue, les Valmont prirent congé, promettant de rester en contact. Arnaud les raccompagna sans un mot de plus. De retour à l'intérieur, il trouva Camille dans le jardin couvert, regardant la pluie tomber en silence. Elle se retourna à son approche. Il ne dit rien, mais elle le devança. « Je vais partir quelques jours. Je crois que j'ai peut-être causé un déséquilibre que je ne voulais pas. » Arnaud fronça les sourcils. « Tu n'as rien causé. C'est moi qui leur ai ouvert la porte. Ils sont de votre famille. » Ils étaient. Ils ne comprennent pas Théo. Et ils ne comprennent pas ce que vous faites pour lui. Camille le regarda avec une nuance de tristesse. « C'est justement pour ça que je dois m'éloigner un peu. Pour que vous puissiez voir s'il avance parce que je suis là ou parce qu'il est prêt. » Arnaud voulut protester, mais elle avait déjà décidé. Elle ne voulait pas de gratitude forcée ni d'attachement artificiel. Elle voulait que Théo progresse pour lui-même et que son rôle ne devienne pas un refuge, mais un tremplin. Elle annonça qu'elle reviendrait après le week-end, à condition que tout soit encore en place. Arnaud resta seul cette nuit-là à réfléchir longuement. Il comprit que ce que Camille fuyait n'était pas les critiques, mais le risque de devenir indispensable. Et il sentit, dans ce choix, une force qu'il n'avait pas. Elle savait s'éloigner quand il le fallait. Lui, en revanche, ne savait plus ce que signifiait laisser de l'espace à quelqu'un sans craindre de le perdre. Le départ de Camille, bien qu'annoncé avec douceur et retenue, créa une brèche immédiate dans la routine de la maison. Dès le lendemain matin, l'absence de sa voix, de ses gestes simples, de son regard posé sur Théo, se fit sentir comme une ombre qui planait sur les murs pourtant immuables de la demeure. Arnaud tenta de maintenir la structure habituelle, lever à heure fixe, petit déjeuner contrôlé, séance de motricité avec le kinésithérapeute résident, puis moment de lecture ou de jeu. Mais tout semblait plus lourd, comme ralenti par une fatigue invisible. Théo, habituellement réactif et volontaire depuis quelques semaines, s'enfermait dans un mutisme partiel. Il exécutait les consignes, mais sans entrain, sans ce soupçon de joie que Camille avait réussi à faire naître même dans les efforts les plus éprouvants. Le personnel de la maison, bien que professionnel, sentait également ce changement d'atmosphère. Le chef, pourtant discret, osa demander à Arnaud si la jeune femme allait revenir. Le majordome s'étonna que les horaires de Théo soient devenus plus désordonnés. Arnaud répondit toujours de manière laconique, sans donner de date. Il évitait le sujet, comme s'il n'avait pas encore décidé comment gérer cette absence. Il oscillait entre la volonté de prouver que la maison fonctionnait sans elle et une sensation d'incomplétude qu'il ne parvenait pas à nommer. 3 jours passèrent ainsi. Le 3e soir, après une journée morne où Théo n'avait quasiment pas parlé, Arnaud tenta une approche différente. Il proposa de dîner avec lui dans la véranda, une salle qu'ils utilisaient rarement. Il fit installer une table plus basse, à hauteur de fauteuil, et demanda au cuisinier de préparer le plat préféré de Théo. Le garçon s'installa sans protester. Le repas fut silencieux au début. Arnaud tenta une première question sur les dessins animés, puis sur les livres. Théo répondit par monosyllabes. Puis, au détour d'un silence, sa voix s'éleva, plus douce, presque étrangère dans le contexte. « Papa, tu crois que Camille va revenir ?» Arnaud s'arrêta de manger. Il posa lentement sa fourchette, leva les yeux vers son fils. « Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle avait besoin de réfléchir, de prendre un peu de temps. » Théo hocha la tête, mais ne sembla pas convaincu. Elle disait que j'étais fort, que je pouvais faire des choses que même les grands croyaient impossibles. Et tu le peux, Théo, tu l'as montré. Peut-être, mais je crois que c'était elle qui me faisait croire que je pouvais. Et sans elle, je ne sais plus si c'était vrai, ou si c'était juste un jeu. Arnaud sentit un poids lui tomber sur la poitrine. Il ne s'attendait pas à une réflexion si juste, si tranchante. Son fils ne pleurait pas, il ne suppliait pas. Il énonçait une réalité intérieure que l'adulte, avec toutes ses défenses, n'avait pas osé formuler. Arnaud se leva, fit quelques pas dans la pièce, regarda la pluie tomber dehors. Puis il revint près de son fils, s'agenouilla à son niveau. « Tu sais, moi aussi, parfois, je crois que tout ça n'est qu'un jeu, ou un rêve qu'on essaie de faire tenir debout. Mais je crois que Camille ne jouait pas. Elle croyait vraiment en toi. » Théo le regarda, intensément. « Et toi, papa, tu crois en moi aussi ?» Cette question posée sans accusation, sans attente excessive, résonna dans tout le corps d'Arnaud comme un coup sourd. Il avait tout fait pour protéger son fils. Médecin, thérapie, sécurité.
Mais avait-il seulement cru qu'il pouvait un jour marcher, parler avec assurance, s'épanouir comme un enfant libre? Il prit la main de Théo. « Je crois en toi, Théo. Je crois en toi plus que tu ne peux l'imaginer. Et je suis désolé de ne pas te l'avoir dit avant. » Le garçon sourit légèrement, mais il ne parla plus. Cette nuit-là, Arnaud resta près de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis il retourna dans son bureau, regarda les enregistrements anciens, revit les scènes où Camille transformait chaque activité en défi ludique. Il comprit que ce qui avait changé, ce n'était pas seulement Théo, c'était lui aussi. Camille avait introduit une variable qu'il ne contrôlait pas, la foi en l'imprévisible, en l'effort émotionnel, en la possibilité d'un dépassement personnel. Le lendemain, les séances de kinésithérapie reprirent, mais Théo refusa certains exercices. Il s'exprima peu, mangea moins, demanda à ne pas aller au jardin. Arnaud commença à sentir une peur s'insinuer en lui, pas la peur de l'échec physique, mais celle de voir le peu d'élan conquis s'éroder. Il savait que Camille avait offert bien plus que de simples méthodes. Elle avait donné un sens au progrès, un visage à la confiance. Le surlendemain, Théo tomba en tentant de se lever seul, une chute sans gravité apparente, mais assez forte pour déclencher une panique. Il fut conduit à l'hôpital pour des examens de précaution. Arnaud, durant tout le trajet, se sentit coupable. Il s'en voulait d'avoir laissé Camille partir, de ne pas avoir su combler le vide, de ne pas avoir compris plus tôt que certaines présences ne sont pas remplaçables. Dans la salle d'attente, il serra la main de Théo, lui murmura que tout allait bien se passer. L'enfant, pâle mais calme, tourna les yeux vers lui et demanda d'un ton presque neutre « Tu crois qu'elle va revenir maintenant ?» Arnaud hocha la tête, les yeux humides. « Je l'espère, Théo, parce que moi aussi, j'ai besoin d'elle. » Et dans le couloir, alors que l'infirmière appelait leur nom, il aperçut une silhouette familière, Camille. Debout, les yeux cernés, mais droite. Elle n'avait reçu aucun appel. Elle était venue d'elle-même. Et dans ce simple geste, dans ce choix silencieux, il comprit qu'elle n'était jamais vraiment partie. Le retour précipité de Camille à l'hôpital, sans avoir été prévenu, frappa Arnaud avec une clarté brutale. Elle n'avait pas attendu d'être appelée. Elle n'avait pas exigé d'explication. Elle était simplement venue. Et dans cet acte dépouillé, il y avait plus de loyauté, de responsabilité et de présence que dans tous les contrats qu'il avait signés au cours de sa carrière. Lorsqu'il la vit s'approcher, silencieuse, vêtue d'un manteau encore humide de la pluie battante dehors, il sentit sa propre rigidité intérieure se fissurer. Il n'eut pas besoin de parler. Le regard de Camille, en croisant celui de Théo sur le brancard, suffit à ranimer quelque chose chez l'enfant. Il sourit malgré la douleur et tendit la main vers elle. Ils attendirent tous les trois que le médecin revienne avec les résultats des examens. L'atmosphère était lourde, saturée non pas de mots, mais de ce que chacun taisait. Arnaud se tenait debout, raide, les bras croisés. Camille, assise près de Théo, lui caressait les doigts sans parler. Le garçon, visiblement fatigué, restait calme, mais ses yeux allèrent de son père à Camille, comme s'il voulait les ancrer dans une même réalité, les relier à travers lui. Lorsque le médecin entra enfin, il rassura tout de suite. Pas de fracture, pas de complications, juste des contusions et un besoin de repos. Mais il recommanda de renforcer la surveillance, de ne pas précipiter les exercices de motricité sans encadrement adapté. Arnaud acquiesça. Il écouta sans discuter. Il savait que la faute ne venait pas du corps de Théo, mais de la faille invisible qu'avait laissée le départ de Camille. Il n'était pas question d'exercice mal dosé ou d'équipement inadéquat. Le problème était d'un autre ordre, plus profond, plus humain. Sur le chemin du retour, Arnaud conduisit lui-même. Camille s'était installée à l'arrière avec Théo, qui dormait à moitié. Le silence dans la voiture n'avait rien d'inconfortable. Il avait la densité des choses importantes. À l'arrivée, le personnel s'activa pour installer Théo dans sa chambre, le couvrir, ajuster la température, vérifier qu'il était bien hydraté. Mais le garçon ne voulait lâcher ni la main de Camille, ni celle de son père. Il les tenait toutes les deux, l'une dans chaque main, comme pour éviter qu'un autre vide s'ouvre autour de lui. Plus tard dans la soirée, Arnaud invita Camille dans son bureau. Pour la première fois depuis longtemps, la lumière était tamisée, les écrans éteints. Il lui offrit un thé, qu'elle accepta sans un mot. Ils s'assirent face à face. Il commença, la voix plus grave qu'à l'accoutumée. « Je n'ai pas su combler ton absence, ni pour lui, ni pour moi. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement, puis dit «
Ce n'est pas à toi de tout combler. C'est justement ça que je voulais éviter, que Théo dépende uniquement de quelqu'un, même de moi. Il ne dépend pas de toi, Camille. Il vit avec toi. Il avance grâce à toi. C'est différent. Il avance parce qu'il le veut. Moi, je l'aide à s'écouter. Arnaud prit une inspiration profonde. J'ai cru un moment que je pouvais tout gérer avec des moyens, avec du contrôle. Mais je me rends compte que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne t'es jamais imposé, tu n'as jamais exigé quoi que ce soit. Et pourtant, tu es devenu essentiel ici. Elle sourit légèrement, sans fierté, sans modestie forcée. Je ne veux pas être essentiel. Je veux être utile. Et je veux qu'il ait confiance en lui, même sans moi. Un silence s'installa à nouveau. Arnaud regarda par la fenêtre, les collines plongées dans la nuit. J'aimerais que tu restes, pas seulement pour Théo, pour nous aussi, pour continuer ce que tu as commencé. Camille sembla surprise par le mot « nous », mais elle ne demanda pas à le clarifier. Elle hocha simplement la tête, sans précipitation. Je resterai, à une condition. Laquelle? Que tu sois là aussi, pas comme observateur, mais comme père, présent, impliqué. Arnaud la fixa un moment, puis répondit sans détour « Je suis prêt ». Le lendemain, les choses reprirent une allure nouvelle. Arnaud demanda à participer lui-même aux séances. Il ne se contentait plus d'observer à distance, derrière une vitre ou sur un écran. Il s'asseyait avec Théo, comptait les mouvements, chantait les comptines maladroitement, riait quand son fils riait, acceptait de ne pas savoir, de ne pas maîtriser. Camille, de son côté, adaptait les exercices à cette nouvelle dynamique. Elle gardait son professionnalisme, mais un léger relâchement dans ses épaules laissait deviner qu'elle se sentait enfin moins seule dans ce combat. Une semaine plus tard, alors qu'ils discutaient d'objectifs à moyen terme, Camille proposa une idée qui sembla d'abord irréaliste. Inscrire Théo à une petite course pour enfants organisée dans un parc de la ville, dans 3 mois. Ce n'était pas une compétition, plutôt un événement symbolique, ouvert à tous, même aux enfants en situation de handicap. L'objectif n'était pas de gagner, mais de participer, d'avancer, de se montrer capable. Arnaud resta silencieux un long moment. Il pensa à toutes les consultations, aux diagnostics, aux limitations posées noir sur blanc par les spécialistes, puis il regarda Théo, assis au sol, qui tentait d'enfiler une chaussure seul, le front plissé, la mâchoire serrée. Il vit dans ce geste simple toute la volonté que son fils mettait chaque jour à dépasser ce qu'on avait cru définitif. Alors, il tourna les yeux vers Camille. « D'accord, on essaie. » Elle sourit. Pas un grand sourire, pas un sourire de victoire, juste un accord silencieux. Et à cet instant, sans qu'aucun mot ne soit ajouté, tous les 3 savaient que quelque chose de fondamental venait de s'enclencher. Pas une promesse de réussite, mais une décision partagée, une direction. Et cela valait déjà tout. Le retour de Camille, la réintégration d'Arnaud dans le quotidien de Théo et l'idée audacieuse de préparer une course pour enfants marquèrent un tournant dans la dynamique de la maison. Le changement n'était plus discret ou progressif. Il était maintenant assumé, organisé, structuré autour d'un objectif concret. Il n'y avait plus d'ombre entre eux, plus de non-dits pesants, ni de surveillance passive. Arnaud avait cessé d'être ce père figé dans le contrôle et s'était transformé en compagnon d'effort. Camille, de son côté, adaptait ses méthodes avec encore plus de précision, renforçant les exercices physiques sans jamais perdre de vue l'aspect ludique. Théo, conscient de l'enjeu, montrait une motivation nouvelle, nourrie par la confiance et la présence constante des 2 adultes qui l'entouraient. Chaque jour, une nouvelle étape était franchie. D'abord, tenir la position debout sans appui plus de 30 secondes, puis faire quelques pas avec l'aide d'un harnais souple conçu sur mesure. Ensuite, marcher sur une ligne droite dessinée au sol. À mesure que les semaines passaient, les progrès se matérialisaient, non pas en exploits spectaculaires, mais en gestes maîtrisés, en temps de récupération plus courts, en sourires plus nombreux. Théo cessait peu à peu d'être un enfant passif dans son propre corps pour devenir acteur de ses propres mouvements. Arnaud observait ces transformations avec un mélange de fierté et de prudence. Il savait désormais que rien n'était garanti, que chaque jour pouvait apporter une rechute, une résistance physique, une frustration imprévue. Mais il avait appris à vivre avec cette incertitude, à ne plus fuir dès que le résultat n'était pas immédiat. Il participait désormais pleinement aux séances de préparation, non comme un spectateur silencieux,
mais comme un père engagé, prêt à se salir les mains, à poser les genoux à terre, à tomber parfois en même temps que son fils pour mieux se relever avec lui. Camille, fidèle à son approche, continuait à faire des ponts entre l'effort et le jeu. Elle dessinait sur le sol des parcours d'obstacles simples où chaque passage représentait une étape vers la course. Une boîte colorée représentait le point de départ, une autre la ligne d'arrivée. Entre les deux, il fallait marcher sur des coussins, contourner des plots en mousse, passer entre deux bancs. Théo adorait ce système. Il le voyait comme un jeu d'aventure. Mais Arnaud comprenait que derrière chaque ligne de couleur, chaque variation de surface, se cachait un travail musculaire et une logique thérapeutique précise. Un jour, au milieu d'un exercice particulièrement difficile, Théo s'arrêta en sueur, les jambes tremblantes. Il posa les mains sur les genoux, leva les yeux vers son père et demanda « Tu crois que je vais y arriver ?» Arnaud s'agenouilla devant lui, prit doucement son visage entre ses mains. « Je crois que tu as déjà commencé à y arriver. Le reste, c'est juste continuer. » Camille, à quelques pas, détourna le regard pour ne pas trahir l'émotion qui montait. Elle savait que ces mots comptaient autant que les exercices physiques. Arnaud ne disait pas qu'il espérait. Il disait qu'il croyait. Et cette différence, pour Théo, faisait toute la force. À la maison, tout avait été réorganisé autour de ce projet. Le personnel avait été réduit au strict nécessaire pour garantir un environnement plus intime. Le salon principal avait été partiellement vidé pour créer un espace de travail large et dégagé. Le jardin avait été modifié. Une portion plate et stable avait été aménagée pour des exercices en extérieur. Arnaud avait même demandé à un artisan local de construire une piste courte en bois avec un revêtement adapté pour simuler le terrain de la course. L'engagement était total. Malgré l'intensité du programme, Camille veillait à ce que Théo ait aussi des moments de pure enfance. Elle réservait des plages horaires pour le dessin, la lecture d'histoire, les films animés. Elle maintenait cet équilibre entre effort et plaisir, entre exigence et légèreté. Arnaud, de son côté, reprenait goût à ces moments. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de vivre avec son fils dans l'instant. Il s'autorisait désormais à lire à voix haute, à chanter faux, à perdre à des jeux de mémoire. Il redécouvrait le rôle de père dans sa dimension la plus humaine, la plus fragile, mais aussi la plus précieuse. Camille et Arnaud se parlaient plus souvent, avec moins de réserve. Ils échangeaient sur les besoins de Théo, sur ses peurs, sur ses progrès, mais ils parlaient aussi d'eux, de ce qu'ils avaient traversé chacun de leur côté. Arnaud confia un soir qu'il avait songé, un temps, à quitter la France après la mort de Claire. Il avait envisagé de s'installer à l'étranger, de tout recommencer ailleurs. Mais Théo l'avait retenu, non pas par devoir, mais par ce lien inexplicable qu'il sentait envers son fils. Camille, de son côté, parla brièvement de son frère disparu. Ce fut la première fois qu'elle mentionna son prénom, Lucas. Elle n'entra pas dans les détails, mais ce simple mot, posé avec sobriété, suffit à Arnaud pour comprendre l'ampleur de la cicatrice qu'elle portait. Ils ne parlèrent jamais de leurs sentiments l'un pour l'autre. Mais leur proximité s'était installée dans les gestes, dans les silences, dans la manière qu'ils avaient de se coordonner sans se consulter, de se comprendre sans se justifier. Ce lien, bien que non défini, faisait partie de cette reconstruction globale qui s'opérait dans la maison. Une reconstruction silencieuse, solide, patiente. La date de la course approchait. 1 mois, puis 3 semaines, puis 2. Théo poursuivait ses efforts. Il tombait encore. Parfois, il se décourageait. Mais il se relevait toujours. Arnaud et Camille ajustaient les séances en fonction de ses capacités du jour. Ils n'exigeaient jamais qu'il dépasse l'impossible. Ils exigeaient qu'il essaie. Et il essayait chaque jour avec une énergie nouvelle, une foi qu'aucun mot ne pouvait décrire. Enfin, quelques jours avant l'événement, Théo réussit à marcher la distance prévue sans chute, en se tenant droit, le regard fixé sur la ligne d'arrivée dessinée au sol. Lorsqu'il termina, il se tourna vers Camille et son père, leva les bras et déclara « Maintenant, je suis prêt. » Et pour la première fois depuis le début de ce projet, personne ne douta de ces mots. Le jour tant attendu arriva. Dès l'aube, la maison s'éveilla dans un silence tendu, chargé d'une énergie particulière, celle des moments qui comptent vraiment. Arnaud s'était levé bien avant les autres. Il avait passé une partie de la nuit à vérifier les sacs, les vêtements, les documents d'inscription. Tout était prêt et pourtant, il ne parvenait pas à se débarrasser de cette sensation étrange entre excitation et vertige.
Pour la première fois depuis longtemps, il ne maîtrisait pas les résultats. Il ne s'agissait pas de chiffres, ni de contrats, ni de décisions stratégiques. Il s'agissait de la force d'un enfant de 7 ans, du fruit de mois d'efforts, de douleurs, d'espoirs tissés au quotidien. Camille était arrivée peu après, calme, concentrée, comme toujours. Elle avait préparé le petit déjeuner de Théo, l'avait aidé à s'habiller avec une tenue légère, souple, spécialement choisie pour l'événement. Le garçon, lui, semblait à la fois excité et surpris par son propre calme. Il posait peu de questions. Il savait ce qui l'attendait. Il savait aussi que, peu importe le nombre de pas qu'il ferait, l'important était de les faire devant d'autres, de les faire pour lui, mais aussi pour tous ceux qu'il avait vus essayer chaque jour. Le trajet en voiture fut silencieux. Le parc municipal où se déroulait la course était situé à une demi-heure de route. En chemin, Arnaud jetait de temps en temps un œil à Camille dans le rétroviseur. Elle fixait l'horizon, une main posée sur le genou de Théo. Lui regardait les paysages défiler, le visage éclairé par une lumière matinale douce. Lorsqu'ils arrivèrent, le parking était déjà rempli. Des familles, des enfants de tous âges, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des cannes ou des orthèses, se rassemblaient près de la zone de départ. Des bénévoles installaient les derniers panneaux, les cordons de sécurité, les points de ravitaillement. La course n'était pas compétitive. Il n'y aurait ni classement ni chronomètre officiel, juste un parcours simple de 200 mètres, bordé de fanions colorés, que chaque enfant devait tenter de terminer à son rythme. Le thème était clair, courir, c'est avancer. Arnaud, pourtant peu sensible au slogan, trouva celui-ci d'une justesse troublante. Théo fut inscrit officiellement, reçut un dossard portant le numéro 22 et un t-shirt blanc avec le nom de l'événement. Camille l'aida à l'échauffer doucement. Il s'était entraîné précisément pour ce type d'effort, ni trop long, ni trop exigeant, mais assez pour représenter un vrai défi. Arnaud restait à distance au début, observant la scène avec une tension qu'il ne parvenait pas à masquer. Il avait vu son fils progresser, tomber, se relever, sourire à nouveau, mais aujourd'hui, ce n'était plus dans le cadre protégé de leur jardin, c'était face au monde, face à d'autres regards. Quand l'heure de la course arriva, tous les enfants se regroupèrent derrière la ligne de départ. Les parents étaient invités à les accompagner s'ils le souhaitaient. Théo, tenant la main de Camille, se tourna vers son père. « Tu viens aussi, papa ?» Arnaud s'avança, prit la main libre de son fils. Ensemble, ils formèrent une ligne solide, sans mots superflus. Le signal de départ fut donné par un coup de sifflet. Un léger mouvement s'empara du groupe. Certains enfants partirent lentement, d'autres plus rapidement. Théo, lui, avança pas à pas. Il posait chaque pied avec concentration, le regard fixé devant lui. Ses jambes tremblaient, mais il ne vacillait pas. Camille marchait à gauche, Arnaud à droite, mais aucun des deux ne le tenait. Ils le suivaient à son rythme, prêts à intervenir si nécessaire. Après une vingtaine de mètres, Théo marqua une pause. Il prit une inspiration longue, essuya son front. Autour d'autres le dépassaient, mais il ne semblait pas s'en préoccuper. Il recommença à marcher. Un pas, puis un autre. À 60 mètres, il trébucha. Arnaud fit un pas en avant, mais Camille posa une main sur son bras. Ils attendirent. Théo, à genoux, regarda le sol quelques secondes, puis leva les yeux vers eux. « Je vais me relever. » Il le fit, lentement, mais sans aide. La foule, jusqu'alors discrète, se mit à applaudir. Pas un tonnerre d'acclamations, mais un murmure d'encouragement. Un soutien spontané, sincère. Il continua. 100 mètres, 150. Chaque pas était un combat, mais il avançait. Arnaud sentit les larmes monter, sans honte. Ce n'était pas la douleur qu'il voyait, c'était la détermination nue, celle qui ne s'exprime ni en mots ni en gestes. Camille aussi avait le visage marqué par l'émotion, mais elle ne disait rien. Elle ne faisait rien d'autre que suivre, présente, juste là. Lorsque Théo franchit enfin la ligne d'arrivée, dernier du groupe, il leva les bras, non pas dans un geste théâtral, mais comme pour signaler que, oui, il avait fini, oui, il avait tenu, oui, il avait prouvé. La foule, cette fois, applaudit plus fort. Arnaud et Camille s'agenouillèrent à ses côtés. Il tomba dans leurs bras, épuisé, heureux. Aucun mot ne fut prononcé, rien ne semblait nécessaire. Ils restèrent ainsi quelques instants, le monde autour d'eux s'effaçant. Puis lentement ils se relevèrent.
Théo dans les bras de son père, Camille à leur côté. Ils avaient franchi une frontière invisible. Ce n'était pas un exploit, c'était une victoire silencieuse, une de celles qui transforment sans bruit, mais pour toujours. Le retour à la maison après la course ne ressemblait à aucun autre jour depuis que Camille était entrée dans la vie d'Arnaud et de Théo. Rien n'avait changé dans les objets, les pièces ou les habitudes, mais tout avait changé dans les regards, dans les gestes, dans ce qui se disait sans jamais être formulé. Le salon baignait dans la lumière douce du milieu d'après-midi, la table encore dressée pour un déjeuner tardif. Théo, encore fatigué, avait été installé dans son fauteuil préféré près de la baie vitrée d'où il regardait les collines à l'horizon. Ses mains étaient posées sur ses genoux et un sourire calme se dessinait sur son visage. Il ne parlait pas, mais il semblait habité par une sérénité nouvelle, une sorte de paix intérieure qu'aucune fatigue ne pouvait obscurcir. Arnaud s'était occupé lui-même de tout à leur retour. Il avait déchargé le matériel, rangé les sacs, remercié le personnel. Il agissait avec lenteur, comme s'il voulait prolonger chaque minute de cette journée. Il jetait régulièrement un œil vers Théo, comme pour s'assurer que le moment qu'ils venaient de vivre n'était pas une illusion, mais bien le prolongement logique de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Chaque pas de la course, chaque chute, chaque relèvement, chaque battement de main de la foule restait imprimé dans sa mémoire avec une netteté rare. Ce n'était pas un souvenir lointain, c'était encore là, vivant, brûlant dans sa conscience. Camille, elle, s'était retirée dans la cuisine. Elle ne semblait pas fuir, mais plutôt chercher un espace de recul, un moment pour respirer. Elle avait toujours eu cette pudeur face à l'intensité des choses. Elle ne célébrait pas à voix haute, elle ne proclamait rien. Mais Arnaud savait qu'elle ressentait chaque victoire de Théo comme une confirmation intime de ses choix, de sa présence dans cette maison. Lorsqu'il la rejoignit, elle était debout, les mains posées sur le bord de l'évier, le regard perdu à travers la fenêtre. Il resta un instant à l'observer sans parler. Elle sentit sa présence, se retourna lentement. « Merci Camille », dit-il d'une voix posée. Elle fronça légèrement les sourcils, surprise. Pour aujourd'hui, pour tout, pour être restée, pour avoir fait ce que moi je ne savais pas faire. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux un bref instant, puis les releva, droite. « Tu as fait plus que tu ne crois. Tu as su changer. Tu t'es rapproché de lui. Tu l'as vu. »« Oui, » admit-il. « Je l'ai vu. Vraiment vu. Et toi aussi. » Il marqua une pause, fit quelques pas vers elle. Il n'y avait ni précipitation, ni urgence dans son attitude. Juste une nécessité de parler. Il s'appuya contre le plan de travail, à une courte distance d'elle. « Je n'ai jamais été très doué pour les émotions. J'ai toujours préféré l'ordre, la logique. Je pensais que c'était plus sûr, que ça me protégerait. Mais ça m'a isolé. Et ça l'a isolé, lui aussi. » Camille le regardait, sans interrompre. « Tu m'as montré que l'on pouvait avancer autrement, que la tendresse n'était pas une faiblesse, que croire en quelqu'un ce n'est pas espérer à sa place, mais marcher à côté de lui. » Il s'arrêta là. Il n'ajouta rien. Il ne formula pas de demande, pas de promesse, pas de déclaration enveloppée de grandes phrases. Il n'y avait ni bague, ni fleurs, ni grand discours. Il y avait le silence, épais, dense, chargé d'un sens précis. Camille s'approcha d'un pas. Elle tendit une main sans hésitation, qu'il saisit lentement. Ils restèrent ainsi, les doigts entrelacés, le regard tranquille. Ce n'était pas une conclusion. Ce n'était même pas un commencement défini. C'était juste la reconnaissance d'un lien tissé au fil des jours, des peurs partagées, des décisions prises ensemble. Ils quittèrent la cuisine sans rien dire de plus. Lorsqu'ils revinrent près de Théo, le garçon s'était assoupi, la tête légèrement inclinée sur le côté. La lumière dorée de la fin de journée dessinait des ombres douces autour de lui. Camille s'assit à côté, lui replaça doucement une mèche de cheveux. Arnaud, debout derrière elle, posa une main sur son épaule. Ils restèrent là, en silence, à regarder l'enfant dormir. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas d'avenir, ils ne parlèrent pas de sentiments. Ils parlèrent de Théo, de ses progrès, de ce qu'il aimait manger, de ce qu'il avait dit la veille au coucher. Et c'était suffisant. Parce qu'au cœur de cette maison, au cœur de cette histoire, il y avait lui, l'enfant qui avait changé leur façon d'être, leur façon d'aimer, leur façon de vivre. Le reste suivrait, sans urgence, sans pression. Dans la chambre, plus tard, en refermant les rideaux, Arnaud croisa une dernière fois le regard de Camille. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin de gestes appuyés,
Juste ce silence, encore, qui ne séparait plus, mais unissait. Un silence rempli de tout ce qu'ils n'avaient pas su dire plus tôt. Un silence qui disait qu'ils étaient là, tous les trois, ensemble, et que pour la première fois, cela suffisait. Les semaines qui suivirent la course ne furent pas marquées par une effervescence exubérante, ni par une célébration prolongée du succès de Théo. La maison n'avait pas changé de décor. Aucune médaille n'était suspendue dans le salon, aucun trophée n'avait été placé sur une étagère. Mais quelque chose de bien plus profond avait évolué dans le quotidien. L'élan, le mouvement de fond, la manière dont chacun se levait le matin, dont les heures s'enchaînaient. Il y avait dans l'air une forme de fluidité, une confiance tranquille qui s'était installée dans les gestes, dans les décisions, dans les échanges. Théo continuait ses exercices, mais avec une posture nouvelle. Il ne demandait plus systématiquement de l'aide pour se lever, et il n'hésitait plus à essayer seul, même au prix d'un déséquilibre ou d'un échec. Camille notait chaque petit progrès dans un carnet discret qu'elle tenait à jour sans en faire état publiquement. Ce n'était pas pour comptabiliser une réussite, mais pour comprendre le rythme de l'enfant, pour ajuster les efforts, pour ne jamais oublier d'où il était parti. Arnaud, de son côté, avait totalement réorganisé ses journées. Il passait désormais plus de temps à la maison qu'au bureau, déléguant ce qu'il pouvait, refusant les réunions inutiles, consacrant l'essentiel de son énergie à son rôle de père. Il n'y avait plus d'écran de contrôle dans le bureau d'Arnaud. Le mur qui autrefois affichait en permanence les images des caméras de surveillance avait été vidé. À la place, un tableau représentant un sentier de campagne avait été accroché. Un choix symbolique que Camille avait remarqué sans commentaire. Arnaud n'avait plus besoin d'observer à distance. Il vivait les scènes en direct. Il était là, assis sur le tapis, parfois allongé dans l'herbe, courant à petite foulée à côté de Théo sur les chemins du jardin. Il ne cherchait plus à prévenir le danger à tout prix. Il avait appris à faire confiance, à Camille, à son fils et à lui-même. Camille, peu à peu, cessait d'être perçue comme la nourrice ou l'accompagnante. Elle était devenue une présence stable, évidente, naturelle. Le personnel de la maison s'adressait à elle avec respect, mais aussi avec une forme de complicité. Elle participait aux décisions concernant la maison, au choix du menu, aux réorganisations d'espace. Théo l'appelait simplement par son prénom, mais d'une voix qui disait tout. L'attachement, la reconnaissance, la sécurité. Il n'était plus dans une relation de dépendance, mais dans une relation d'estime. Un jour, en revenant d'une promenade, Théo, qui avait marché sans appui sur presque 100 mètres, déclara à voix haute « J'aime quand on marche comme ça. On dirait que je suis comme les autres enfants. » Camille répondit calmement « Tu n'es pas comme les autres, Théo, tu es toi. Et c'est largement suffisant. » Arnaud, qui marchait à quelques pas derrière, s'arrêta un instant. Il observa la scène. Son fils, marchant sans peur. Camille, présente sans diriger. Il sentit une émotion monter, discrète mais pleine. Ce qu'il voyait, ce n'était pas une conquête sur le handicap. C'était une victoire sur l'abandon, sur la résignation, sur la solitude. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un miracle, mais du fruit d'un travail acharné, de la constance, de la foi partagée. Les médecins, lors des visites de contrôle, confirmaient les progrès. Ils parlaient d'un cas rare, d'une récupération surprenante, d'une volonté exceptionnelle de l'enfant. Mais Arnaud savait que derrière ces mots techniques, il y avait autre chose. Il n'osait pas toujours le dire à voix haute, mais au fond de lui, il savait que ce changement n'avait pas été déclenché par un traitement ou une thérapie. Il avait été rendu possible par un regard, celui de Camille, et par une décision intime, celle de ne pas laisser Théo seul dans son combat. Fort de cette prise de conscience, Arnaud commença à envisager l'avenir différemment. Il ne voulait plus que cette expérience reste enfermée dans les murs de sa propriété. Il souhaitait ouvrir, partager, transmettre. Il commença à écrire des notes, à contacter d'anciens collaborateurs dans le secteur de la santé, à discuter avec Camille de ce qu'ils pourraient faire ensemble pour d'autres enfants, pour d'autres familles. Elle n'était pas enthousiaste au début. Elle craignait de voir diluer l'intimité de leur démarche dans un projet trop vaste, trop abstrait. Mais Arnaud l'écouta, ajusta ses idées. Il ne voulait pas reproduire ses anciennes logiques. Il voulait construire quelque chose de nouveau, avec elle, avec Théo, en respectant le rythme de chacun. Petit à petit, l'idée d'une fondation prit forme. Une structure simple, humaine, à taille humaine. Pas un centre médicalisé froid,
mais un lieu d'accueil, d'accompagnement, où l'on mettrait au centre non pas la pathologie, mais la personne. Arnaud proposa d'en porter le financement, Camille de définir les principes pédagogiques. Théo, consulté pour la forme, déclara un jour « Si d'autres enfants peuvent apprendre à marcher comme moi, alors oui, on peut le faire ». Cette phrase, posée sans prétention, comme une évidence, décida Arnaud à lancer officiellement les démarches. Il fit appel à des architectes, des juristes, des spécialistes en accessibilité. Il prit le temps, cette fois. Il ne voulait pas aller vite. Il voulait bien faire. Pendant ce temps, la maison continuait de vivre à son propre rythme. Le soir, après le dîner, Théo s'asseyait souvent entre Camille et Arnaud sur le canapé. Il regardait un film, ou simplement les étoiles à travers la verrière du salon. Il n'y avait plus de tension, plus de silence pesant. Seulement une paix fragile, mais vraie. Les pas de Théo, désormais plus assurés, résonnaient dans les couloirs comme une musique discrète. Pas des pas parfaits, pas des pas rapides, mais des pas réels, des pas qui chaque jour le rapprochaient un peu plus de son autonomie. Et à chaque pas, c'était aussi Arnaud et Camille qui avançaient côte à côte vers un avenir qu'ils n'avaient pas prévu, mais qu'ils avaient choisi ensemble. Le jour de l'événement caritatif organisé par la Fondation Camille arriva sous un ciel clair, un de ces jours où la lumière semble avoir été filtrée pour tout adoucir. Le parc de la ville, soigneusement aménagé pour l'occasion, accueillait des familles venues de toute la région. Des stands étaient répartis autour de la pelouse centrale, certains proposant des ateliers d'expression pour enfants, d'autres des démonstrations de matériel d'assistance, des conférences discrètes sur la neurodiversité, des jeux adaptés, des coins de repos, des espaces pour écouter et échanger. L'ambiance était chaleureuse, vivante, mais sans exagération. Loin d'un événement mondain, tout semblait pensé pour servir, pour encourager, pour accompagner. Arnaud, debout près de l'entrée principale, observait les arrivées. Il n'était pas habillé en homme d'affaires, ni en figure publique. Veste en lin, chemise claire, il se fondait dans le décor. Mais chaque personne qui le croisait semblait deviner qu'il était à l'origine de tout cela. Les bénévoles, les organisateurs, les familles s'approchèrent de lui avec respect, mais sans crainte. Car Arnaud Lefebvre avait changé. Il n'était plus ce nom attaché à une société cotée ou à des articles de presse confidentiels. Il était devenu, pour beaucoup, un père, un homme qui avait osé transformer sa douleur en action. Camille, quant à elle, était déjà sur le terrain. Elle coordonnait les enfants, organisait les groupes de passage pour la mini-course du jour, donnait les consignes avec une précision bienveillante. Elle ne cherchait pas la lumière, mais elle était vue. Les parents la regardaient comme on regarde quelqu'un qui comprend sans juger, qui agit sans s'imposer. Sa réputation, née du bouche à oreille et des récits partagés, s'était construite sur l'authenticité. Ce qu'elle avait accompli avec Théo n'était plus une exception. C'était devenu une méthode, un exemple. Non pas une recette universelle, mais une approche fondée sur l'écoute, l'adaptation et surtout la foi en l'effort. Théo, lui, se préparait dans une petite tente installée pour les participants. Il avait désormais 8 ans. Il marchait, avec quelques limites, mais il marchait. Et surtout, il avançait sans craindre les regards. Il savait qu'il serait observé, encouragé, mais il ne ressentait plus cela comme un examen. Il portait le même t-shirt blanc que les autres enfants, son dossard fixé avec soin. Avant de s'avancer vers la ligne de départ, il jeta un regard vers Arnaud et Camille. Ils lui firent un signe simple, presque imperceptible. Il sourit puis prit sa place. Le coup de sifflet résonna dans le parc et les enfants s'élancèrent sur la piste. Certains couraient, d'autres marchaient, d'autres encore avançaient en fauteuil ou soutenus par des adultes. Ce n'était pas une course, c'était une démonstration de volonté, de courage et d'unité. Théo avançait avec assurance, pas après pas. Il ne trébucha pas, il ne s'arrêta pas. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, la foule se leva pour applaudir. Mais ce ne fut pas une explosion, ce fut une ovation digne, prolongée, respectueuse. Pas parce qu'il était le plus rapide, mais parce qu'il représentait ce que tous étaient venus voir, la possibilité du progrès, la dignité dans l'effort. Après la course, un podium avait été installé, non pour remettre des prix, mais pour remercier les participants, les bénévoles, les familles. Arnaud fut invité à prendre la parole. Il monta sur l'estrade sans notes, sans fiches. Il balaya du regard les visages tournés vers lui, puis commença, la voix claire mais posée.
Il y a 2 ans, je n'aurais jamais imaginé être ici, ni comme organisateur, ni comme père. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas un projet né d'une stratégie, c'est une conséquence de ce que mon fils m'a appris et de ce que Camille lui a donné. Il marqua une pause, laissant le silence accueillir ses mots. Lorsque j'ai rencontré Camille, je voulais contrôler, surveiller, anticiper. J'avais peur que Théo souffre, peur qu'il tombe, peur qu'il échoue. Alors j'avais fermé toutes les portes autour de lui. Camille, sans frapper, les a rouvertes, avec patience, avec confiance. Elle ne lui a pas demandé de marcher, elle lui a montré qu'il avait le droit d'essayer. Et aujourd'hui, il court. La foule resta suspendue à ses paroles. C'est pour cela que cette fondation porte son nom. Parce que grâce à elle, mon fils a appris à se relever. Et moi, j'ai appris à sentir, à comprendre, à être là, pleinement. Il fit signe à Camille de le rejoindre sur scène. Elle monta, hésitante, presque contrariée d'être mise ainsi en avant. Il lui tendit le micro. Elle le prit mais ne parla pas tout de suite. Elle regarda les enfants devant elle puis dit « Si cette fondation existe, c'est pour que plus jamais un enfant ne pense qu'il doit rester assis toute sa vie simplement parce que personne n'a cru en lui. Ce que nous avons fait pour Théo, nous voulons l'offrir à d'autres. Et nous le ferons, ensemble. » Elle rendit le micro. Arnaud tendit la main vers Théo, qui grimpa les marches du podium sous les applaudissements. Les 3 restèrent là, unis, sans cérémonie excessive, juste ensemble. À la fin de la journée, alors que le parc se vidait, Arnaud, Camille et Théo restèrent assis sur un banc, face à la pelouse déserte. Aucun d'eux ne parla. Ce n'était pas nécessaire. Tout avait été dit, montré, vécu. Et alors qu'ils observaient les derniers rayons du soleil glisser sur l'herbe, Arnaud pensa à cette première image, celle d'un homme seul derrière un écran, observant sans vivre. Et il se dit que la plus grande victoire de cette histoire n'était pas que son fils ait couru. C'était qu'il avait appris lui aussi à voir, non plus avec les yeux de la peur mais avec ceux du cœur.